Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver, de retrouver des membres du Club des entreprises, même par caméra interposée. Je suis Frédéric Adam, je suis coach professionnel ici à Thouars et j'y reviendrai à la fin de cette présentation. Le Club des entreprises m'a sollicité pour vous proposer dans un format court de 15-20 minutes quelque chose qui pourrait vous être utile par ces temps de Covid. Alors, je me suis bien demandé ce que je pouvais bien vous partager parce que derrière cette caméra, devant ces écrans, il y a beaucoup de compétences, beaucoup de brain. Donc, qu'est-ce que nous pourrions avoir de commun entre un manager, un individu, un commerçant, un chef d'entreprise? Eh bien, je crois que j'ai trouvé quelque chose que nous avons en commun depuis 2 mois, c'est le changement, c'est la relation au changement. Alors, j'ai évidemment pas la prétention de faire une grande théorie sur le changement. Le changement, certains y consacrent des vies entières, voire des livres entiers. Ce que je vous propose, c'est de partager de façon très pratique 5 clés pour mieux vous préparer au changement. Et si une d'entre elles, une clé vous est utile, je pense que j'aurais fait le job. Alors effectivement, la crise du Covid est un accélérateur de changement des règles de circulation dans votre entreprise, changement des protocoles d'hygiène, changement de la réglementation, ou de façon beaucoup plus présente, changement de nouveaux produits, changement de process, changement de relations clients. Donc évidemment, il ne faut pas le minimiser. Il y a chez chacun d'entre vous, chez les commerçants, chez les chefs d'entreprise, des raisons légitimes d'inquiétude, hein, et chez les collaborateurs aussi. Tous ces changements provoquent beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, et c'est tout à fait normal. Pourtant, je me permettrai un regard un peu optimiste, comme à mon habitude, pardon, c'est celui de rester confiant aussi dans sa capacité à faire face aux changements. Parmi tous ces changements, il y a évidemment ceux nombreux qui sont des changements contraints, qui provoquent des peurs, mais il y a aussi ceux qui étaient souhaités. Hein. Un entrepreneur me disait que le Covid avait fait en 2 mois ce que l'entreprise n'avait pas réussi à faire en 20 ans. Et en plus de ça, vous le savez, le changement, c'est le moteur de l'entreprise. Et la plupart d'entre vous êtes prêts, puisque vous vivez dans le changement depuis tout le temps, depuis tout petit. Et ce changement peut être aussi une opportunité. Ceci étant dit, quelques clés pour partager, quelques clés pour vivre ce changement. Comment vivre ce changement? La première clé que je voulais partager avec vous, c'est l'idée qu'il n'y a pas de changement sans non-changement. Alors, c'est un principe un peu peut-être singulier pour certains. Il existe un principe dans le monde du vivant, c'est celui de l'homéostasie. Je crois qu'en grec, ça veut dire homéostasie, ça veut dire rester constant. Et l'homéostasie, pardon, j'en bégaye, ça consiste à quoi? Ça consiste à trouver l'équilibre, la constance dans les choses là. Par exemple, le corps, lorsque la température monte, le corps régule la température pour la laisser à 37 degrés. Lorsque le rythme cardiaque s'accélère, le corps va chercher à le faire décélérer. Donc, cette capacité à rester constant, c'est une capacité aussi qui aide l'individu, qui aide le corps, pardon, à survivre. Eh bien, l'individu, il est comme ce corps. L'individu, il veut rester constant. L'individu, il cherche de façon constante à rester comme il est. Et ça, si on est d'accord avec ça, il est plus facile d'accompagner le changement. On pense souvent que la résistance au changement est un freinage. Je crois au contraire que la résistance au changement fait aussi bien partie du changement que le changement lui-même. Donc, mettez-vous d'accord avec le fait que dans tout changement, il va y avoir du non-changement et qu'une clé pour avancer, c'est peut-être aussi de rassurer et d'avancer avec le collaborateur ou avec le client sur ce qui ne change pas dans le changement. Exemple, le commercial qui va passer tout d'un coup d'un système de vente en présentiel, distanciel versus présentiel, eh bien, on le rassurera sur le fait que sa compétence technique, son optimisme, son savoir-faire, son sens relationnel, après tout, celui-là n'a pas changé et qui peut tout de même s'exprimer à travers l'outil digital. Donc, rassurer, avancer sur ce qui ne change pas.
J'aime bien d'ailleurs cette illustration de la pub de Renault Zoé en ce moment. La Renault Zoé nous dit la voiture électrique qui ne change rien à votre quotidien et ça change tout. Là encore, l'électrique, ça perturbe certains consommateurs. Donc Renault nous dit, mais en fait, ça ne change rien, vous pourrez toujours manger votre sandwich à la station essence. Donc là encore, on joue sur la part de non-changement qu'il y a dans le champ. Et pour ne pas faire d'histoire, je rappelle que Peugeot aussi fait des superbes voitures électriques. Ça, c'est pour ne pas me créer d'envie. Deuxième clé que je voulais partager avec vous, c'est celle que vous êtes la cause et la conséquence du non-changement, donc la cause et la conséquence du changement. Il y a un principe qu'on appelle la causalité linéaire qui fait que lorsque A agit sur B, B se met tout d'un coup à changer. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que lorsque A agit sur B, B rétroagit sur A. Ce qui fait qu'on a en fait une circularité dans le système. C'est un petit peu l'exemple classique, pardon pour la caricature, du mari qui rentre très tard le soir. Alors sa femme, évidemment, elle est très mécontente et elle fait la gueule. Et donc sa femme fait la gueule parce que son mari rentre très tard et son mari rentre de plus en plus tard parce que sa femme fait la gueule. Donc, au bout d'un moment, se met en place un jeu, ce qu'on appelle un jeu d'un tennis relationnel. A agit comme sur B, qui réagit sur A, et on ne sait plus exactement, dans le cas de la femme et de l'homme, qu'est-ce qui est la cause et qu'est-ce qui est la conséquence du système. Toujours est-il que si on veut commencer à faire bouger l'ensemble, il faudra à un moment donné que chacun des deux se mette à bouger pour que l'ensemble du système bouge. Donc, il faut se rappeler lorsqu'on parle de changement qu'on ne peut pas changer l'autre. On peut, la plupart du temps, modifier son propre comportement pour que l'autre change, mais de toute façon, il est impossible d'agir sur l'autre pour qu'il change. L'autre, c'est l'individu qui peut seulement agir sur lui-même pour changer. Une clé donc pour gérer le changement, c'est de partir de soi, c'est de partir de ce que vous pouvez changer vous pour piloter le changement. Donc, à l'occasion du Covid, écoutez, si vous avez toujours fait la même chose pour piloter les changements et si ça a toujours marché, tant mieux. Si vous avez eu des difficultés pour gérer le changement, il est peut-être le temps de passer à une autre méthode. Voilà, la petite illustration, je viens de réaliser qu'avant de changer les autres, il fallait que je commence par moi-même et la psy dise, c'est sûr, va avoir du boulot. Encore une fois, partez de vous. Merci à Gabs pour cette illustration. Troisième clé que je voulais partager avec vous, votre réalité n'est pas la réalité de votre collaborateur, votre réalité n'est pas la réalité du client. C'est illustré par la fameuse adage, la carte, ce n'est pas le territoire. En fait, lorsque l'on regarde, par exemple, le Covid-19, chacun le regarde à partir des filtres de ses croyances, le filtre de ses valeurs, le filtre de ses présupposés, ce qui fait que chacun d'entre nous a une vision de la réalité qui lui est propre. Et ce qui fait qu'il existe au même moment une multitude de réalités. C'est-à-dire que votre vision de ce que vous allez changer n'est pas la même que celle de votre collègue et n'est surtout pas la même que celle de la personne qui est en train de changer. Donc, là encore, une clé pour gérer le changement, une clé pour être plus pertinent dans la gestion du changement serait celle de rester ouvert à la réalité de l'autre et de rester ouvert encore à un autre champ des possibles. Voilà, la carte du monde et les filtres, encore une fois. Je regarde le Covid-19 avec tout ce qui fait mes croyances, mon histoire, ma perception. Et c'est cette réalité à partir de laquelle je travaille, mais on peut imaginer qu'au même moment, et c'est le cas, chacun d'entre nous a une autre réalité. Donc, encore une fois, restez ouvert à la réalité. Quatrième clé, attention à la prophétie auto-réalisatrice. Alors, vous connaissez tous sans doute ce qu'on appelle l'effet Pygmalion, qui a été caractérisé par de nombreuses études, et en particulier dans le milieu scolaire, les enseignants qui nous regardent le connaissent bien. Beaucoup d'expériences ont été faites qui consistaient à montrer qu'un élève finissait par se comporter exactement comme le prof le voyait. Ce qui fait que lorsqu'on présentait un professeur des élèves comme des cancres,
ils finissaient par les voir comme des cancres et les élèves se mettaient à avoir des résultats qui étaient ceux d'un cancre. Et au contraire, lorsqu'on présentait des élèves comme des génies, ils se mettaient à avoir des comportements de génie. Cet effet Pygmalion est très important. Donc, encore plus dans des situations de changement, nous ne pouvons que recommander l'utilisation intensive de la reconnaissance, ce qu'on appelle la reconnaissance conditionnelle positive, c'est-à-dire celle qui est basée sur les actes. Voilà. Reconnaissance, reconnaissance, reconnaissance. Accompagner vos collaborateurs, pour les managers qui nous écoutent, sur leur comportement et la qualité de leur comportement lors des changements. Il n'y aurait pas d'intervention sur le changement sans parler de la fameuse courbe du changement, la fameuse courbe du changement du docteur Kubler-Ross. Là encore, c'est intéressant parce que lorsqu'on comprend cette courbe, on comprend déjà où on se situe et on comprend éventuellement où le client ou le collaborateur se situe. Donc cette fameuse courbe, comme ça, elle se présente comme ça, avec en abscisse le temps et en ordonnée le niveau de performance du changement. Et on parle ici d'un changement contraint, comme tous ceux que l'on vit. Alors, on dit souvent qu'il n'y a pas de choc sans changement. Alors, ça tombe bien parce que des chocs, il y en a eu énormément avec le Covid. Alors, je vais prendre pour illustrer cette courbe quelque chose de plus léger que tout ce qu'on a vécu. C'est le fameux collaborateur à qui l'on dit tu vas passer en open space alors qu'il avait son petit bureau. Donc, évidemment, il était habitué à vivre avec son bureau. Tout à coup, c'est le choc, on lui annonce l'open space. Donc, perte de repères qui va se traduire par des résistances. Ça va être l'inertie. Il va mettre 2 mois à déménager pour éviter que ça arrive. Il va argumenter, il va dire oui, mais je parle très fort, vous pouvez absolument pas me mettre avec un bureau avec des autres, vous vous rendez pas compte, je vais perdre des clients. Puis il va se révolter, il va dire que son patron ne comprend rien à ce qu'il faut pour être performant, voire même il pourrait faire même du sabotage. Il va il va coller sa porte, casser la serrure de sa porte pour pas qu'on puisse se déménager. Donc ces pertes de repères et ces résistances alors on peut en avoir plusieurs en même temps, plusieurs au fur et à mesure, font vraiment partie de ce qu'on appelle les résistances au changement. Donc, repérez-les chez vous. Repérez-les chez vous dans ce qui vous concerne. Tiens, le protocole d'hygiène, c'est n'importe quoi. On va pas les mettre en place. Tiens, le télétravail, c'est n'importe quoi. Enfin, voilà. Tout ce qui va faire qu'à un moment donné, vous allez résister à un changement qui, de toute façon, avec ou sans vous, va intervenir. Après cette phase de choc, après cette phase de perte de repères, il y a ce qu'on appelle la phase d'acceptation, qui peut, voilà, résignation, intégration. On va commencer à agir, on va se dire, tiens, après tout, faut bien que ça se fasse. Donc, une sorte de neutralité presque bienveillante, d'automatisme. Et puis, on va remonter tout doucement l'apprentissage, expérimenter. Là, on va voir qu'après tout, cet open space est bien sympathique parce que je suis en face de ma collègue du marketing et qui est fort marrante. Donc je commence à apprécier l'open space et puis progressivement je vais voir que je vais commencer à maîtriser mon changement, lui trouver beaucoup de sens, me rendre compte que maintenant que j'ai plus de bureau, j'ai plus de contacts avec mes collègues, l'information circule plus vite, voilà. Et puis en plus, mes patrons ont eu la bonne idée de faire des petits espaces où je peux me retrouver un peu plus en silence, donc tout va bien pour moi. Avant cette cour, pendant que je descends, je suis plutôt dans le pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Pourquoi ça arrive? Ensuite, je passe au comment. Comment faire? Je passe d'abord de la frustration et je passe ensuite au plaisir. D'abord, je suis centré sur moi et ensuite, je suis centré sur les autres. Je passe d'abord d'une contrainte et ensuite, je passe de l'intérêt. Donc, quand de toute façon, le collaborateur ou le client est sur le pourquoi, c'est qu'effectivement, il est toujours en train de descendre. Et ce qui est très important dans cette courbe du changement, c'est peut-être le plus important, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est une courbe déjà linéaire, d'accord, et on peut faire du yo-yo. D'accord? Ça veut dire qu'un collaborateur qui commence à remonter, ou un manager qui commence à remonter, peut-être qu'il va redescendre.
Et ce qui est très important aussi, c'est de se rappeler que tout le monde n'arrive pas à la même vitesse. Voilà. Donc, messieurs les patrons ou messieurs les patronnes, pardon, parfois vous allez beaucoup plus vite que vos collaborateurs. Et mesdames les entreprises, par contre, vous allez parfois plus vite que vos clients. Donc, l'important, c'est pas d'avoir raison trop tôt, c'est d'aller à la bonne vitesse. Voilà un peu, voilà. Et puis, c'est vrai que j'ai tendance à montrer un peu aussi les sentiments qui existent dans cette première courbe. Ici, on a plutôt de la colère, de la peur, de la tristesse, alors qu'évidemment, le côté, on va être sur la joie. Voilà, donc 5 clés pardon, pour accompagner le changement et ou le vivre. J'en ai repris 3 qui me paraissent les plus importantes. La première, c'est accepter le non-changement dans tout ce qui est des processus de changement. La deuxième, c'est être prêt à changer votre idée de le mener. Après tout, le changement est peut-être une bonne idée, ou l'objet même du changement est peut-être une bonne idée, mais c'est peut-être la façon dont il faut le mener qu'il faut remettre en cause. Et puis, bien sûr, pas de changement sans posture de succès. Donc, évidemment, n'abordons pas le changement en pensant qu'on va tous échouer à le faire. Voilà, j'espère que cette petite pause sur le changement vous aura satisfait. Je vous laisse avec les clés, je vous laisse chercher vos serrures. Quant à moi, je vous le disais en introduction de ce petit séminaire, je suis coach, formateur, j'accompagne le changement individuel et collectif et je serai évidemment très heureux de répondre à vos questions ou à vos problématiques s'il en est. À très très bientôt et merci d'avoir partagé ce webinaire.